Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du réel. Une production documentaire indépendante au Vietnam, table ronde animée par Corinne Bopp dans le cadre de la programmation L'aventure Varan Vietnam. Bonsoir. Donc, comme vous l'a annoncé Catherine Bizerne tout à l'heure, nous allons échanger, et puis aussi avec vous, à propos de la production de ces films que vous avez eu le plaisir de voir pendant Cinéma du réel. Donc voilà, Catherine vous l'a rappelé, il y a eu un temps de stage avec Varan, et puis à un moment, la volonté de produire... presque de faire exister, on va dire, quand même un documentaire indépendant au Vietnam, et ça, vous allez nous raconter les débuts, en fondant Varan Vietnam, qui aujourd'hui compte 6 personnes, c'est ça? Combien il y a de personnes dans le collectif de production? Légalement, on est 2 dans la société. Après, en fait, c'est que la structure, finalement, recouvre les activités de réalisateurs qui sont réparties, en fait, dans 3 régions. Donc, à Hanoï, dans le centre et dans le sud. Et à Hanoï, enfin, on a des réalisateurs producteurs, on a réalisatrices monteuses. Et dans le sud, on a réalisateur journaliste. Et ensuite, dans le sud, c'est réalisateur de documentaire, réalisateur de fiction et producteur. C'est le cas de Lemming. Voilà. Oui. Voilà, au total, on est plutôt une dizaine. Oui. D'accord. Je voulais vous poser la question parce qu'il y a des intervenants, il y a des jeunes femmes ici qui peuvent aussi intervenir parce qu'elles sont partie prenante de l'aventure. Voilà, donc je voulais leur dire qu'elles sont invitées à intervenir, bien entendu. Et puis juste quand même dire qu'autour de moi, il y a Tao. Je ne dirais que les prénoms. Je suis une catastrophe en termes de prononciation d'une famille, donc je vais dire que les prénoms. Et puis c'est plus sympathique, c'est aussi sympathique. C'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude. Donc Tao, Diem et Swan. Voilà, qui m'entoure. Et donc, comme je vous disais, vous avez dû avoir l'occasion de voir leurs films. Donc, vous avez vu Phending Phong, Pomelo, ici. Puis, j'oublie encore quoi d'autre? Ah, et alors, c'est ce que j'allais dire, Children of the Mist de Diem, qui a gagné le prix Clarence, si je ne me trompe pas, de la Fondation Clarence, l'année dernière. Voilà, alors... Commençons au début, c'est-à-dire quel était votre projet quand vous avez fondé Varan Vietnam. Est-ce que vous l'avez fait à partir du projet d'un film pour produire un film, ou est-ce que c'était plus large que ça? Oui, en fait, c'est que je me souviens que les ateliers ont commencé en 2004. En 2009... Oui, pardon. Oui. Les ateliers Varan au Vietnam ont commencé en 2004. 2009, c'était une année décisive parce que, en fait, on regroupe les 3 stages en un. On a un stage d'initiation à la demande de beaucoup de journalistes de la télévision nationale du Vietnam. Et des techniciens du Studio national du film documentaire qui dure 3 mois, un stage classique des ateliers Varan. Et on a un stage d'1 an qui regroupe 3 projets de films des anciens stagiaires, dont Lê fait partie, dans lequel elle a fait un très beau film qui s'appelle À qui appartient la Terre. Et ce stage, voilà, les 3 projets qui ont été accompagnés par le formateur André Vanine et de temps en temps par moi-même en binôme durant l'espace d'1 an. Et donc du coup, on a organisé un stage de 3 mois, mais les 2 projets d'1 an
en fait, sont entrés dans le montage. Et donc, du coup, on fait stage de réalisation premier niveau, stage d'un an et stage de montage. 3 en 1, 2009. Et en fait, c'est dans le stage de montage, il a une stagiaire de réalisation qui est passée du côté de montage aussi. Bon, bref. Du coup, en fait, cette énergie entre les anciens, les nouveaux, entre les projets qui ont été accompagnés sur une plus longue durée qu'un stage normal, voilà, tout ça qui fait qu'à la fin du stage, certains d'entre nous ont envie de réfléchir à des projets personnels pour pouvoir encore retravailler ensemble. Voilà, au début, oui. C'est vraiment le désir et l'envie de travailler ensemble et d'avoir le luxe d'avoir des moyens pour travailler sur une durée plus long qui déborde le cadre d'un stage. Oui, oui. C'est-à-dire que cette expérience particulière des stages longs ou qui rassemblent beaucoup de gens vont donner l'impulsion, l'envie de faire des films peut-être plus ambitieux et peut-être qui circuleraient plus que des films de stage aussi, certainement, hein, j'imagine, ce dont nous allons aussi parler. Alors, quel est, en quelques mots, c'est pas facile, mais j'imagine quand même en quelques mots, la situation de la production du documentaire de création comme nous l'entendons, indépendant au Vietnam. Et par exemple, parce que vous savez certainement que en France, c'est la télévision, même si la diffusion des films documentaires à la télévision n'est pas simple, c'est malgré tout la source de financement principale. En France, c'est la télévision. Qu'en est-il au Vietnam ? Alors, pour ce qui est des diffusions, de structures ou des financements, c'est assez simple. Au Vietnam, il n'y a rien. Voilà. Donc, il n'y a pas de, comme en France, d'aide au niveau national ou régional ou local. Il n'y a pas de réseau de cinéma d'arrêt d'essai ou indépendant. Il n'y a pas d'aide à la diffusion de ces films-là. La télévision ne passe pas ces films-là. Et il y a très très peu de sociétés de production qui désirent faire ces films-là, étant donné qu'on les fait au milieu du désert. À côté de ça, il y a un vrai dynamisme. Il y a quelques structures, des groupes comme le nôtre, mais il y en a d'autres également qui s'appellent DocLab ou le TPD à Hanoï, qui sont des groupes souvent de jeunes qui sont intéressés par ce cinéma et qui veulent produire des films. On a ce problème avec ce vide à beaucoup de points de vue, mais on vit dans une région très dynamique, une sous-région et une région très dynamique en Asie du Sud-Est ou en Asie, où on a pas mal d'argent et il y a pas mal d'argent qui circule et pas mal d'opportunités de financement pour les films. Donc en tant que producteur indépendant, c'est vers ces sources-là qu'on se tourne, que ce soit en Corée, au Japon, en Inde, en Thaïlande. Et c'est vers ces fonds compétitifs, donc on va pitcher nos projets là-bas, et c'est hors des frontières du Vietnam qu'on trouve de l'argent pour ces projets de long métrage. Ça, ce sont des fonds asiatiques, qui sont des fonds publics ou quelquefois privés. Quelle est la part de l'un et de l'autre ? Et ce sont des fonds que nous ignorons, nous, en Europe. Parce que les films européens n'y ont pas forcément accès. Et parfois, ils y ont accès s'ils ont une coproduction avec un film, avec un pays asiatique. Mais bon, c'est... Donc il y a de tout. Hein. Il y a des fondations privées, comme Purin Pictures en Thaïlande. Il y a au contraire des fonds publics. Je pense par exemple, il y a un fonds, le plus grand fonds coréen s'appelle DMZ. Et ça existe depuis une dizaine d'années. C'est une vraie volonté politique de la Corée de faire du soft power et de financer, d'être le financeur majeur des films documentaires indépendants en Asie. Moi, j'aimerais bien entrer un peu dans le détail de ces fonds, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils demandent ? Est-ce qu'il faut écrire ? Est-ce qu'il faut écrire les projets ? Jusqu'à quel niveau ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ce soit précis ? Puis ensuite, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il vous faut vous déplacer pour aller les chercher ?
J'imagine que ce sont des frais. Comment ça se passe tout ça? Non, oui, c'est des. Alors, souvent en Asie, hein, mais pas qu'en Asie, il se moque un petit peu des Français en disant qu'on est un peu littéraire, qu'on aime bien faire des projets qu'on aime bien beaucoup écrire pour faire. Pour présenter des projets de films. Là, c'est un peu plus court. Hein. C'est des textes de, je sais pas, une quinzaine de pages en tout, pour être sélectionnés pour des pitchs. Donc, c'est souvent pour des pitchs. Donc, il y en a un peu partout. Il y en a en Corée, il y en a à Hong Kong, il y en a à Singapour, il y en a en Inde. Donc, en principe, le format, une fois qu'on est sélectionné, c'est 5 minutes de présentation du film à l'oral. 3-4 minutes d'image, on montre un teaser, et ensuite 7-8 minutes de questions-réponses avec un panel qui est composé de représentants de chaînes de télévision, de représentants de festivals, de producteurs européens, américains ou du nord de l'Europe qui souhaitent faire des coproductions avec des pays asiatiques, ce qui nous permet ensuite d'avoir ou bien des prix attribués par ces jurys, ou bien de créer des connexions afin de faire de monter des coproductions, d'avoir des préachats et de monter les projets ainsi. Est-ce que les montants sont importants? Oui. J'imagine qu'ils sont divers. Mais ils sont de quel ordre? Alors, on peut parler d'argent, hein, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de problème pour parler d'argent. Hein. On parle d'argent et puis on négocie fort. Donc, par exemple, les sommes les plus petites qu'on a en Asie, c'est le festival de Busan qui donne ça sur un fonds qui s'appelle AND. AND, donc Asian Network of Documentary for Documentary, un truc comme ça. C'est juste 5 000 dollars, euros, dollars, on peut dire les deux maintenant, c'est à peu près. Et les plus gros bailleurs, c'est en fonds monétaire, c'est DMZ, donc des Coréens. Pour notre dernier projet, le film deuxième, on a touché 35 000 euros, soit autant que ce que nous a donné Sundance, par exemple. Et pour la plus grosse aide comment on appelle ça en français? J'ai oublié, en travail, pas en argent, mais merci beaucoup. Voilà, en service, c'est les Coréens, les Thaïlandais de Purin Pictures qui nous ont financé toute la post-production, quasiment le mix, tous les follets et l'étalonnage pour une somme qui, eux, ils surévaluent, je trouve, un petit peu, à 45 000 dollars. Non, 35. Pardon, 35 000 dollars. On a aussi une aide à la production. C'est 50 000 et pour le documentaire, c'est 35 000. Voilà, donc c'est des sommes qui vont à part pour cette petite bourse de l'AND, qui vont de 10 000 à 30 000, pour les plus importantes. Ce qui fait des films qui ont quel budget moyen? Enfin, on est de quel ordre de budget? Alors, il y a un film qu'on a diffusé tout à l'heure dans l'après-midi, un film de Tao et moi, qui, on sait dès le début, à peu près comme tous les producteurs, on évalue à peu près dans quelle fourchette de budgétaire sur laquelle il faut tabler, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer pour ce film-là. Par exemple, pour un film comme Pomelo, le film qu'on a montré tout à l'heure, on est dans les 50 000 peut-être dollars. Pour le film deuxième, où on a vu tout de suite qu'il y avait beaucoup plus de possibilités par rapport au sujet et au public qui pouvait toucher, on est sur un budget de 200 000 euros. Ah oui. Là, vous êtes sur des critères qui sont un peu ce qu'on peut nous connaître en termes de documentaire de création, effectivement, voilà. En Europe. Oui. Alors, normalement, ça devrait être en français, en traduction, en anglais en traduction, pardon, je me mélange. De votre point de vue, comment s'est passée la production de Children of the Mist? C'est la première question. La deuxième, c'est pourquoi vous avez eu envie de vous investir dans Var en Vietnam? Yes. First, I have background in journalism and communication, and sorry, em nói bằng tiếng Việt nha.
So I will speak by Vietnamese and my producer will translate to English. So it's maybe easier. So mới đầu là em học khoa báo chí và truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trước, tại vì em nghĩ là báo chí sẽ là một cái cơ hội để cho em có một cơ hội đi ra thế giới bên ngoài, được đến nhiều nơi hơn. J'ai fait des études de journalisme à l'École des sciences sociales et humaines, en pensant que le journalisme allait me permettre d'aller voir le monde de l'extérieur. Và sau trước đấy là 2011 em có học một khóa làm phim tài liệu miễn phí của Trung tâm TVD Hội Điện ảnh Việt Nam, vì bạn em đi học rất là nhiều rồi và em đã học năm thứ 2 đại học thì bạn em giới thiệu đi học. Oui, à ma deuxième année en fait, j'ai suivi une formation très courte, gratuite, organisée par l'association des cinéastes vietnamiens et par un centre qui s'appelle Centre de la promotion de jeunes talents du cinéma. Beaucoup de mes amis en fait ont suivi cette courte formation et du coup je suis venue joindre à ces formations, voilà, Khi học làm xong rồi thì em thấy rằng là làm phim tài liệu cho em nhiều tự do hơn là trở thành một nhà báo. Et en fait, suite à cette formation, j'ai découvert que le documentaire m'a donné plus de liberté que le journalisme. Và sau đấy thì em tốt nghiệp đại học xong ra trường rồi, nhưng mà em cảm thấy là em muốn học thêm lên để trước đấy thì em có học làm phim ngắn rồi, nhưng muốn học thêm lên để em trở thành một người làm phim tài liệu chứ không muốn trở thành một nhà báo nữa. Nhưng lúc đấy em cảm thấy rất là bế tắc, tại vì không ở Việt Nam tìm những cái khóa học thì rất là khó. En fait, ensuite, en fait, elle cherchait en fait à trouver des formations plus importantes, en fait, pour pouvoir devenir documentariste, parce que elle se dit que voilà, elle aimerait plus devenir journaliste, mais elle a dit qu'elle était dans une impasse. Parce que trouver ce genre de formation au Vietnam, il n'y en a pas. Tại vì lúc đấy nếu mà muốn học về phim thì sẽ phải đi học thêm ở trường sân khấu điện ảnh và mất thêm 4 năm nữa, nhưng mà em không có đủ khả năng tài chính để đi học thêm 4 năm nữa. Oui. Et l'idée de faire la seule formation de cinéma qui existe, c'est l'école de cinéma. Donc du coup, il faut réintégrer dans cette école et pour 4 années universitaires, ce que elle vient de terminer avec le journalisme. Donc du coup, elle a pas de moyens, elle avait non plus des moyens financiers pour pouvoir faire cela. Thế là sau đấy thì em mới có chiếu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Thì khi mà xem xong Chuyến đi cuối cùng chị Phụng rồi em tự nhiên em có một cái hình dung hóa ra là một làm phim tài liệu dài là nó sẽ là như thế, và có một cái con đường để làm phim tài liệu giống như chị Thắm như thế. Thì em mới bắt đầu hỏi chị Thắm là chị Thắm học ở đâu, chị Thắm làm như thế nào để được đi học, rồi cứ đeo bám chị Thắm suốt như thế là bao giờ Van An mở khóa học là em cứ 1 tháng em hỏi chị Thắm một lần. Voilà. Donc du coup, elle l'a vu en salle. Elle l'a vu en salle, sur grand écran, le long métrage produit par les ateliers Varan. Vietnam, par Varan Vietnam, ce qui s'appelle Le dernier voyage de Madame Phuong. Et elle a compris que un long métrage documentaire, ça donne ça, et que c'est possible. Donc du coup, elle a demandé à la réalisatrice des renseignements sur les ateliers, sur la formation, et tous les mois, elle l'appelait une fois pour savoir quand est-ce qu'il y aura l'atelier. Voilà. Thế xong rồi là em được nhận vào khóa học của Van Việt Nam, học 3 tháng ở Sài Gòn. Thì em nhớ ngày đầu tiên thầy DD có gọi tất cả mọi người lại ngồi trong một cái vòng tròn để hỏi lý do là tại sao lại muốn làm phim tài liệu. Voilà, donc du coup, elle a été sélectionnée pour cet atelier qui a lieu en 2016 à Ho Chi Minh Ville. Et elle se souvient encore de la premier jour de la rentrée de classe, on va dire. Elle se souvient qu'on s'est réunis tous autour d'une table et André Vanin a posé cette question à tous les stagiaires, effectivement, pourquoi vous avez voulu faire le documentaire, choisir le documentaire. Em bảo với thầy là em rất muốn làm phim tài liệu, nhưng mà em cảm thấy rất là cô đơn, tại vì mọi người làm học trước đấy mọi người làm phim ngắn thôi, sau đấy mọi người bỏ hết rồi. Và em thấy là kiểu em thực sự em rất muốn làm. Trước đấy em kiểu em ra trường xong mất 2-3 năm đi làm rồi, em làm theo kiểu báo chí, nhưng thực sự em không thích làm. Lúc nào em kiểu như một con điên ấy, kiểu không muốn làm, kiểu hay chống đối tất cả mọi người, rồi kiểu sếp giao việc thì em không làm, nhưng em cần tiền để em sống ấy, thì em vẫn phải đi làm. Nhưng mà em cảm thấy em rất là cô đơn, tức là cảm giác cô đơn kinh khủng luôn. Mình muốn làm phim nhưng mà mình không có chỗ nào để mình học luôn. Voilà, elle lui a dit que elles se sentent seules, elles se sentent très seules en fait,
parce qu'elle veut faire du documentaire, mais tous les amis qui ont fait des formations très courtes, de formation sur le documentaire, ont ensuite choisi un autre métier. Voilà, n'ont pas pu rester en fait dans le métier pour faire un long métrage. Et elle veut faire ça du coup, mais elle n'a pas de complice ni de partenaire. Elle a, après son diplôme, elle a travaillé 3 années en tant que journaliste, mais elle se souvient qu'elle s'est reballée un peu contre tout, contre ses collègues, contre ses employeurs, parce qu'elle sait qu'elle a envie de faire un film documentaire, mais elle n'a pas trouvé, elle se sent pas trouvée dans un environnement propice. Voilà. Thì sau rồi lúc mà em nhớ là trong khóa học đấy thì em cũng có quay phim á, mà có một cái buổi mà em xin mọi người là em được đi quay, nhưng mà mọi người nói rằng xong rồi gì đấy, xong rồi là em không được đi quay hay gì đấy, nhưng mà lúc đấy xong rồi em có xin thầy, thế thầy bảo với mọi người là cứ để cho em làm cái phim mà em muốn làm. Thế từ lúc đấy nghe cái câu đấy của thầy là em biết rằng là em tìm đúng chỗ. Câu đấy nói bằng tiếng Anh đi. Sorry, I speak in English. In the workshop, when I described my film with Andre Vain and Thảo and Thắm, the teacher of the workshop, and Andre Vain, he said one word. He said like, just let her do the film her want. And after that, I realized it's a true place, it's the right place for me to learn documentary film. Yes, and also with Children of the Mist, when we after 3 years, and we received a lot of invitation from distributors, and from a lot of like co-production from Europe. And Swan and Thảo, my producers, say we can have a lot of money from co-production, from distributors, but they want, Swan and Thảo want me to focus on the film, and they didn't receive any invitation from co-production, from any distributor. They want to jump in very first stage of the film, because they want to know which film I want to make, and they don't want anyone from outside jump in on the very first place to change my film. So that's why we didn't receive any invitation or any like invest from distributors and co-production from Europe or from US. We can have a lot of money, but yeah. Alors, non, je crois que je vais le traduire parce que je crois que j'ai compris quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est un bel hommage à vos producteurs, hein, c'est-à-dire Thao et Swan, en disant, avec ce projet, on doit pouvoir réunir beaucoup d'argent, et ils ont eu des gens qui avaient des intérêts, ils ont dit, mais non, il faut vraiment répéter ce qu'a dit André Vanin, c'est-à-dire il faut faire le film que tu veux. Il faut se concentrer sur le film et pas aller chercher à droite à gauche des gens qui vont vous imposer des tas de choses, ils vont vous imposer de changer le projet initial. Je crois que là, il y a quelque chose de très important, hein, sur la fidélité au projet et que le film, le contenu du film soit le cœur. C'est vrai que le film deuxième a intéressé beaucoup de gens quand il était au stade de projet et quand il était en tournage, parce que ça a intéressé beaucoup de gens déjà parce elle a fait du beau travail et que ce qu'on présentait était solide, et puis ça parlait de minorités ethniques, de violences de genre, de mariage forcé, de violence aux femmes, ça a parlé à beaucoup de gens, et il y a beaucoup de personnes qui nous ont proposé des coproductions, qui nous ont proposé des préachats. Le problème, c'est que c'était son premier film, c'était un film fragile, c'était un film intime, et on ne savait pas encore quelle direction ça allait prendre. Alors c'était pour rester un petit peu libre et être sûr, quand le film allait être terminé, qu'il aurait pris une forme un peu finale, que les personnes avec qui on se serait engagé aimaient vraiment ça et voulaient le défendre. Si on s'était engagé avec un
un agent qui vend les droits à l'international et qu'au bout du compte, le film final lui plaît moins, eh ben, il serait moins battu pour, il l'aurait moins défendu. En attendant plus longtemps pour s'engager avec les gens, on s'engageait plus avec eux sur un projet, mais sur un vrai film. Et on était sûr que ce film-là leur plaisait et qu'on avait la même vision et qu'on pouvait aller loin ensemble et oui, voilà. Donc c'est pour ça, c'est qu'on avait aussi, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on n'est pas des producteurs, ni Tao ni moi, on n'a jamais suivi aucune formation. Ce qu'on connaît de la production, c'est on l'a appris sur le tas avec nos projets, ou bien en travaillant sur les projets des autres. Et ça nous est arrivé de produire nos films, mais alors ça engageait que nous. Si on faisait une bêtise et si on choisissait les mauvaises personnes, tant pis pour nous. Mais là, elle avait travaillé pendant longtemps, c'était son premier film et c'était quelque chose d'important, donc on y allait vraiment c'est pas juste de la philanthropie, c'est juste parce qu'on avait peur de faire des bêtises aussi, qu'on y allait un petit peu sur la pointe des pieds comme ça. Non, mais c'est gentil de modérer les choses. Bon, je pense quand même que c'est quand même un sens éthique important, de toute façon, qui se voit aussi dans les films, qui est aussi présent dans les films. Si. Non, mais il faut accepter ça. Alors, peut-être vous avez des questions à l'un ou l'autre. Et sinon, du coup, je veux bien la deuxième partie de la question qui est qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer, de vous investir parce que je crois que vous l'êtes, dans Var en Vietnam, dans l'association. Em nói tiếng Việt chị dạy. Okay. Mọi người không nói tiếng Anh. Thì em thấy là từ câu nói của thầy đó là kiểu để em làm cái phim mà em muốn làm. Rồi là ở với anh chị lâu với còn mọi người lâu thì em thấy là em có nhiều tự do nhất có thể. Đấy là lý do em vẫn ở đây. Oui, voilà, Diễm dit que c'est la phrase de André Vanine là, qui lui dit que fais le film que tu veux. Voilà, ça devient sa philosophie. Et en travaillant et en côtoyant avec les autres membres du groupe, avec nous, les deux membres, c'est là qu'elle trouve qu'elle a le plus de liberté. Voilà, c'est la motivation. C'est pour ça qu'elle reste encore, elle s'investit dans le groupe Var en Vietnam. Em thấy là ở với mọi người em được học rất là nhiều thứ. Mà em thấy là kiểu trước đấy em là một người hơi vô trách nhiệm, tức là kiểu không thích phải có trách nhiệm hay làm một cái gì hết. Nhưng mà sau đấy thì em ở cùng với mọi người thì em thấy là kiểu ở với mọi người em phải học nhiều hơn, em phải làm việc nhiều hơn và tự nhiên em thấy mình có ích hơn. Elle a dit que avant en fait elle n'aimait pas trop les responsabilités. C'est en fait en travaillant à l'intérieur du groupe, elle se sent la pression de pas la pression, elle ne dit pas le mot, mais bon, voilà, c'est mon interprétation, mais elle a dit qu'elle se sent motivée de toujours apprendre un peu plus et de travailler un peu plus, d'être responsable, voilà. Và các em thấy em cũng có ích cho mọi người một mặt nào đấy. Et du coup, elle se sent plus utile qu'avant. Et c'est pour ça que voilà, La question que je me posais, parce que de nouveau c'est une ignorance vraiment de ma part, enfin ce sont des questions très simples comme ça, qui peuvent vous paraître un peu simplistes, c'est est-ce que quand un fonds vous aide, il demande des choses en retour? Est-ce qu'il y a des exigences en retour ou pas? Oui, mais certains, mais tout est négociable en fait. Il y a s'il y a des exigences contraignantes, on en revient toujours à la discussion et à se dire que leur désir, c'est de soutenir les films. Donc s'il y a une exigence qui met des bâtons dans les roues au film, souvent on arrive à passer outre. Je prends l'exemple encore de DMZ, donc, qui est à la fois un fonds coréen, mais qui est aussi un festival de documentaires, qui normalement exige, quand on est soutenu par ce fonds, de faire la première internationale dans ce festival. Sachant que il y a beaucoup de gens qui font des films ici, donc l'importance d'une première et où on l'a fait, et ça peut être vraiment crucial pour la carrière d'un film ou un festival. Et bon, c'est pas très prestigieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans ce festival, même s'il est extrêmement financé.
Et donc on leur a demandé, par exemple pour le film deuxième, l'autorisation de la faire ailleurs, cette première, et ils nous l'ont accordé gracieusement. Après, il peut avoir, alors par exemple pour le Bertha Fund, je crois qu'ils ont le droit de faire des projections non commerciales du film, avec des scolaires ou des choses comme ça. Des fois, peut-être que si c'est des fonds liés à des festivals, ils doivent avoir l'exclusivité nationale au cas où ils sont en concurrence avec un autre festival. Des choses comme ça, rien de très contraignant, même pour les gros fonds. Après, c'est les obligations légales de générique, dans tous les documents de presse, etc. Contenu, du film. Et bien sûr, ils n'interviennent jamais dans le contenu. Et ni dans les droits sur le film. Par contre, il y a des fonds qui nous ont beaucoup aidés, qui ont aussi attaché à ces fonds des dispositifs de soutien aux réalisateurs ou aux producteurs qui nous ont beaucoup aidés. Par exemple, IDFA, donc aux Pays-Bas, nous a beaucoup aidés à la fin du montage. C'est-à-dire qu'on a fini le montage, je suis producteur, je suis aussi monteur de son film, donc c'était assez compliqué parce qu'on a terminé au moment du Covid, où tout était vraiment fermé, on n'a pas pu faire de projection sur test sur grand écran, on n'a pas pu le montrer pour discuter avec des gens, on n'a pas pu prendre l'air, et ils nous ont offert le soutien. Ils nous ont offert le soutien, le conseil d'un monteur très expérimenté britannique, qui en ligne a passé vraiment pendant 15 jours, qui a eu beaucoup de conversations avec nous et qui nous a fait réaliser des choses. On avait le nez dessus mais qu'on ne voyait pas, et qui nous a beaucoup aidé à finaliser le film. Voilà. D'autres fonds organisent aussi, à chaque fois que dans ces pitchs qu'on fait pour récupérer de l'argent, ça peut être assez pénible comme épreuve et comme pas très agréable, mais ça crée aussi on connaît beaucoup de cinéastes d'Asie du Sud-Est, on rencontre tous les mêmes difficultés et on représente des fois des choses assez similaires. Du coup, ça permet aussi de créer une grande solidarité et d'entraide entre tous ces cinéastes et ces producteurs d'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, il y a plus de points positifs que de contraintes, en fait. C'est ce que j'entends. Alors, de nouveau, je regarde si une main se lève. Et maintenant, je voudrais vous poser une question qui est à un autre niveau, mais qui est liée, qui est vraiment liée avec la production. C'est-à-dire qu'il y a une façon dont les films peuvent trouver leurs conditions de production, justement, de fabrication. Et puis, il y a comment les gens vivent. C'est-à-dire comment les gens qui font du documentaire de création réussissent à vivre. Il est très difficile de vivre que de ça, justement. Est-ce que... mais je crois que vous avez un peu répondu à la question, parce que vous avez dit être monteur, être producteur, éventuellement continuer à travailler à la télévision en même temps. Est-ce que ça, ce sont des solutions pour trouver ces conditions de vie et pouvoir faire des films? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Tao. Déjà, nous, on a une chance, c'est qu'on vit tous dans un pays où, à partir du moment où on est concentré sur un projet et qu'on décide de se serrer la ceinture, on peut vivre avec pas beaucoup. Nous, on peut s'investir dans le temps beaucoup plus que peut-être que vous en Europe, parce que la vie n'est pas chère. Qu'à partir du moment où on a payé son loyer, on peut manger pour pas grand-chose. Nous, on fait tous aussi des cinémas où on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, d'équipement, et on essaye de mettre l'accent sur autre chose. Voilà. Et après, je pense que pour vivre aussi de ces choses-là, faut se payer, faut payer ses collègues. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, comme tous, on a été dans l'apprentissage quand on avait 20 ans, 25 ans, et on travaillait gratuit, on a appris plein de choses, etc. Et à un moment, faut basculer de l'autre côté, et il faut, à chaque fois qu'on travaille, être payé et bien payé. À chaque fois que quelqu'un travaille pour nous, il faut le payer et bien le payer, et pas être dans une économie du coup de main, ou de je te file un coup de main, tu me files un coup de main. Non, c'est aux producteurs de trouver de l'argent pour bien payer les gens avec qui ils bossent, de financer le temps de leurs réalisateurs. Les producteurs doivent bien se payer, parce que sinon ils vont faire un film et après ils n'auront pas le temps de faire un... Donc voilà, c'est juste
essayer d'avoir une vraie économie et pas que de la débrouille, quoi. C'est vrai que dans notre économie de production, on est souvent payé après. Oui. Oui, voilà. Et donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur la famille. Voilà. Par exemple, le cas des IM quand elle en a marre de la ville, de la capitale, elle est rentrée au village. Auprès de la nature, de ses parents. Le cas de Lei qui travaille comme journaliste. Mais quand elle a un projet personnel, elle fait en dehors du cadre de son travail de journalisme. Et voilà, pour pouvoir avoir effectivement la liberté de s'exprimer de façon personnelle. Et du coup, voilà. Et là, récemment, la réalisatrice du premier court-métrage que vous avez vu dans la séance, là, En avant du Mékong, elle a décidé, elle m'a écrit, elle a dit, je viens de refuser une proposition de travail comme photographe permanente. Et que là, elle s'est retrouvée chez nous depuis un mois pour dérocher. Donc voilà, c'est ce genre d'entraide, en fait. Voilà, en fait, chacun en fait essaye de chercher, de faire des choix de vie. Et comme elle est célibataire, elle est jeune, elle est libre de circuler. Du coup, voilà, c'était son choix. Et quand elle m'a écrit un mail pour me demander, pour dire ça, c'est comme si elle allait me demander si c'est un bon choix. J'ai pas répondu, j'ai pas osé. Mais finalement, apparemment, voilà. C'est le sien. Voilà. C'est son choix. Est-ce que nous parlons un petit peu maintenant de la diffusion parce que Diama a raconté qu'elle avait vu le film en salle, Dernier voyage. Nous l'avons vu aussi en France, un très beau film. Je ne sais pas si il fait partie de. Il a été montré là. Le Dernier voyage de Madame Fong. Le Dernier voyage de Madame Fong. Il n'est pas sorti en salle en France, mais il a été. Non, il n'est pas sorti en salle en France, mais nous l'avons vu. Enfin, oui, je veux pas. Il a été montré. Il a déjà été sélectionné au Réal il y a quelques années. Il repasse en ce moment. Donc, il est sorti en salle au Vietnam. Oui, puisque c'est là où vous l'avez vu. Oui. Racontez un peu. Est-ce que c'est l'unique cas? Est-ce que les films sont diffusés, etc. En fait, c'est le premier long métrage documentaire et c'est le premier documentaire qui est montré sur grand écran au Vietnam depuis 20 ans, je crois. En fait, c'est que 20 ans avant, il y a un court-métrage vietnamien qui est sorti sur grand écran et qui a eu beaucoup de public. Voilà. Et donc, du coup, là, le Dernier voyage de Madame Fong, c'est le premier depuis cette date historique, on va dire ça. Et il n'y avait pas de distribution. C'est une actrice de cinéma qui aime beaucoup le documentaire, d'ailleurs qui a été sélectionnée comme stagiaire pour le deuxième stage des Varans à Ho Chi Minh Ville, mais finalement, par rapport à son travail, n'a pas pu venir. Du coup, elle a beaucoup aimé le film, elle a voulu aider la réalisatrice. Elle a organisé une grande avant-première dans une très grande cinéma. Elle a invité que les célébrités. Et le public, et la salle a été remplie. Tout le monde a aimé le film, et du coup, elle a loué une salle de cinéma et elle a fait travailler toute sa société. Donc du coup, c'est bouche à l'oreille, c'est livrer des tickets à domicile. Voilà, elle a traité le film aussi comme un produit peut-être difficile, encore inconnu du public. Donc du coup, il faut vraiment être au service du public. Et finalement, petit à petit, à la fin, c'est les salles, en fait, les exploitants de salles qui ont voulu reprendre le film. Et du coup, on est arrivé à une entrée de 40 000 entrées. Et ça s'est passé en 2015. 2014-2015, je me souviens. Voilà, donc c'est un vrai succès. Voilà, c'est le succès, mais c'est aussi la première expérience de distribution pour cette actrice de cinéma qui est aussi de fiction, qui est aussi une réalisatrice après. Et ensuite, voilà, c'est le début. Et ensuite, 3 ans plus tard, c'est notre deuxième long métrage et c'est la même actrice. Et qui a voulu en fait le faire sortir en salle pendant 1 mois. Et son deuxième essai, c'est de pouvoir convaincre tout de suite les salles de cinéma et pas louer une salle, voilà. Et donc du coup, le film il est sorti sur 20 écrans dans 2 grandes villes.
après les entrées, je pense que c'est beaucoup... voilà, c'est... Oui, nói về phim của em nhé. Chị dịch nhé. Về em nói bằng tiếng Anh đi, về cái phát hành vừa rồi ý, nhưng cái có phim nhiều người là tiếng Pháp hơn mà. Ok. Sorry. Alors, oui. Bon, sur le troisième long métrage réalisé par Diễm, je la laisse parler de la distribution parce qu'elle s'en occupe personnellement pas mal. Với phim của em, với phim Children of the Mist thì sau một năm hơn một năm thì phim đi hơn 100 liên hoan phim và có hơn 34 giải thưởng. Và sau đấy thì phim có chiếu rạp ở Mỹ, nhưng mà hầu hết là các rạp gọi là rạp nghệ thuật và rạp phí thương mại, nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ có phí. Chiếu ở Đài Loan trong một tuần, chiếu ở Singapore và chiếu ở Thái Lan. Ah, đúng rồi. Donc du coup, en fait, son film a fait 1 an de circuit festival, une centaine de festivals. Elle a reçu 34 ou 35 prix. Et ensuite, le film sort en salle aux États-Unis, mais plutôt dans les salles d'art et d'essai. Le film, il est sorti en salle à Taïwan pendant 1 semaine, à Singapour et en Thaïlande. Và bây giờ thì phim về Việt Nam thì phim chiếu trong vòng vẫn đang chiếu ở Việt Nam và chiếu trong vòng 2 tuần thì em nghĩ là đã bán được hơn 10.000 vé rồi. Hơn 10.000 vé. Và chi phí truyền thông của phim không có. Voilà. Donc son film maintenant sort en salle au Vietnam depuis 2 semaines. On a 12 000 entrées à peu près pour le moment. Et ça va continuer. Chủ yếu là truyền miệng, mọi người biết, mọi người truyền miệng nhau qua Facebook, thì xong rồi các thầy cô giáo đến xem, các thầy cô giáo thấy thích, nên là bây giờ các thầy cô giáo bắt đầu là cho cả học sinh đến rồi, mời cả học sinh đến rồi. Hôm vừa rồi là có một chị tổ chức cho một nhóm hơn 300 người đi xem và book hết toàn bộ, tức là nhiều người. Et donc du coup sans aucun frais de communication, parce qu'il n'y a pas de distributeur. Tout ça c'est organisé par les jeunes à travers le Facebook, etc. Et donc du coup, les jeunes ont commencé à aller voir en salle, ensuite les élèves, ensuite les professeurs, et après les professeurs ramènent les élèves de classe. Et là, par exemple, il y a des spectateurs qui sont fans du film et qui achètent carrément les tickets pour 3 séances. Donc 300 tickets pour inviter voilà, leurs employés. Voilà, c'est sous cette forme-là qu'on atteint pour le moment à peu près 12 000 entrées, oui, pour un public plutôt jeune. Oui. C'est ce qu'on essaye de faire en principe avec tous les films qu'on produit ou qu'on réalise, c'est de d'abord faire le tour des festivals et essayer de le vendre à l'international et ensuite revenir au Vietnam avec, parce qu'on a des gros problèmes de piratage au Vietnam, et si on commence par une exploitation nationale, le film va se retrouver partout très très vite, on ne pourra rien en faire. Et Diem en ce moment, elle passe son temps depuis la sortie du film à la fois à répondre à des journalistes, à essayer de faire de la promotion, etc. Et de l'autre côté, à se battre pour essayer de faire tomber les liens qui sortent comme ça à droite, à gauche. Et donc c'est toujours pour ça qu'on a c'est 1 an et demi de festival et puis d'essayer de vente à l'international et ensuite revenir au Vietnam quand tout est fait, quoi. En fait, c'est que on cherche pas les exploitations commerciales non plus pour nos films, en fait, voilà. Sauf que au Vietnam, il n'y a pas trop de salles d'art et d'essai, il n'y a pas de salles. Donc du coup, en fait, si tu veux montrer les films sur les grands écrans, maintenant, il faut absolument passer par ça. Voilà. Au début, malgré le succès que Diem a cité sur les festivals et sur les prix, aucun distributeur n'a voulu recevoir le film parce qu'il faut avancer tout de suite de la part du producteur 10 000 euros comme frais de régie, de je ne sais pas quoi. Voilà. Et voilà. Et nous, on trouve que c'est un peu
on n'aime pas en fait, on n'aime pas cet esprit-là. On a refusé de la part une grande exploitante de salle. Voilà. Du coup, on a commencé à revenir à notre premier modèle du premier film. Du coup, avec l'équipe des jeunes, on a loué une salle de cinéma, on a fixé le tarif, etc. Et que c'est eux qui ont organisé, du coup, 6 avant-premières. Et ils ont pu remplir les 3 avant-premières en 1 jour ou 2 jours de vente de tickets. Et ils n'appellent pas ça vente de tickets, ils appellent ça participation. Et on est, voilà. Et ainsi de suite. Du coup, il a un exploitant de scène plutôt périphérique, alternative, petite quoi, dont les scènes sont plutôt en province ou pas au centre-ville. Et on a préféré travailler avec eux, voilà, pour changer, voilà, pour donner un coup d'envol à la distribution du film. Et donc du coup, eux, ils ont 16 salles. Mais techniquement, ils sont pas bons. Les salles, souvent, ils sont mal réglées techniquement. Du coup, on a dû faire des tests. Ça veut dire dans une salle où il y a 4 écrans, c'est tel écran qu'on veut. Voilà, ainsi de suite, pour imposer les normes techniques, etc. Et petit à petit, finalement, le week-end, on arrive à avoir 140 écrans. Bon, alors moi, ce que je retiens de ça, de ce que j'entends là, c'est l'extrême attention portée au film, puis ensuite portée à la manière dont ils sont produits, puis ensuite portée à la manière dont ils sont diffusés, dont ils arrivent au public. Et je vous entends, hein, et donc j'imagine l'énorme travail que vous faites, que vous produisez. Enfin, voilà. Parce que agiter les réseaux sociaux, c'est un travail énorme. Quand tu racontes faire la veille pour éviter les piratages, c'est un travail énorme. Et ensuite organiser des avant-premières, etc. Aller vers le public et aller avec ses moyens à soi. Et puis ensuite vérifier que la salle voilà, que le film sera montré dans des bonnes conditions. Waouh. Bon voilà. Je suis admirative, je me permets. C'est amusant aussi, c'est amusant, étant donné qu'il n'y a rien qui existe, de pouvoir inventer des choses. Et au Vietnam, il y a une liberté, un vrai pouvoir des relations interpersonnelles. Oui. Je ne sais pas si vous imaginez, vous, en tant que producteur qui avez produit un petit documentaire de création appelé, je ne sais pas, nous au Vietnam, il y a 5 grands groupes qui tiennent tous les multiplex du pays. Est-ce que vous voyez les appeler? Bonjour monsieur, j'ai eu votre numéro par machin, qui est un copain d'enfance, j'aimerais bien montrer mon film. Et le mec dit, ouais, d'accord, envoyez-moi le lien. Et petit à petit, comme ça, par une espèce en discutant, etc. Et il dit, bon d'accord, on vous donne 20 salles, et puis après ça va faire, le lendemain ça va faire 50 salles, et puis au bout du compte 180 salles. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est juste en parlant, en fait, en s'arrangeant, quoi. Donc c'est assez marrant. Au début, on n'a pas accepté en fait la proposition classique du plus grand exploitant de salles, dans le sens qu'on a tellement peur qu'au bout d'une semaine, si on suit la logique des salles, le film sera éjecté. Et du coup, ils vont dire encore que voilà, les documentaires, ça ne marche pas, quoi. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a refusé le plus gros, qui nous a donné une proposition classique. Et on a voulu faire nous-mêmes, avec la complicité, un travail énorme du centre de la promotion des jeunes talents. Voilà. Eh bien, je pense que sur cette note très positive, nous pouvons peut-être clore cette table ronde, sauf si vous avez encore envie de poser une question. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.